Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de débrief sur la saison 3 de La Roue du Temps. Alors vous allez me dire, pourquoi une vidéo alors qu'il y a déjà une critique écrite sur le site? Vous avez d'ailleurs le lien vers la critique juste en dessous dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Eh bien parce que je n'arrive pas tout simplement à penser à autre chose, je n'arrive pas à me sortir cette série de la tête, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour parler un petit peu plus de cette saison 3, d'aller un peu plus dans le détail et d'en parler de manière un peu plus subjective que ce que j'ai pu faire dans la critique. Donc voilà, j'ai envie de partager mon ressenti sur cette saison 3 et de vous partager aussi tout ce qui va être un petit peu mes théories ou mes réflexions pour la suite. Alors, petite précision, je n'ai pas encore lu les livres, je viens tout juste d'entamer le tome 1, donc je suis vraiment en pleine découverte de cet univers, et mon ressenti, mes potentielles analyses et théories se baseront principalement sur ce que j'ai vu dans la série. Je vais probablement dire des choses qui ne font pas forcément sens ou qui n'arrivent pas du tout dans les livres, qui ne sont pas forcément cohérentes, mais voilà, ce sera mon ressenti par rapport à ce que moi j'ai vu dans la série, ma perception des choses. Alors bien évidemment, comme là avec cette saison 3, il y a eu des éléments qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au lore de la Route du Temps. Parfois, voilà, je vais en parler un petit peu de ces éléments que j'ai un peu appris à connaître en allant fouiller un petit peu. Mais voilà, mon ressenti se base principalement sur la série. Dernière petite précision avant de commencer, cette vidéo sera bien évidemment remplie de spoilers, et ce dès le départ, donc je vous invite à voir la saison 3 avant de la regarder. Mais si vous êtes à jour, installez-vous confortablement, débrief de la saison 3 de La Route du Temps, c'est parti. Je vais d'abord commencer avec un débrief un peu global de cette saison 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, j'étais pas vraiment plus emballée que ça par la série. Je veux dire, j'ai regardé les 2 premières saisons, j'avais plutôt apprécié, sinon j'aurais pas continué. Mais voilà, j'étais pas fan, enfin, j'avais pas une adoration pour la série et je m'étais pas intéressée plus que ça à l'univers. J'avais déjà entendu parler des livres, bien évidemment, avec les 2 premières saisons et même avant, mais je n'avais jamais eu envie véritablement de me plonger dans cet univers. Donc là, j'avais regardé les 2 premières saisons, plutôt bien aimé. Donc je veux dire, la saison 3 qui arrive, je me dis, bon je vais la regarder. Euh, mais il s'est passé quelque chose. Vraiment, avec cette saison 3, il s'est passé quelque chose, en fait. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, avant, j'étais pas plus emballée que ça. Là, il s'est passé que, comme j'ai dit, en fait, là, depuis véritablement un épisode, je ne pense plus qu'à cette série H24. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que dès le départ, il y avait quelque chose avec cette série. Il y avait un lien, et il y avait quelque chose, mais je savais pas encore quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, j'étais un peu comme Nynaeve avec le blocage qu'elle a, qui fait qu'elle n'arrive pas à canaliser et qu'elle arrive à surmonter ce blocage en fait dans l'épisode 8. Vous voyez, spoiler dès le départ. Et moi ça a fait un peu pareil en fait avec cette saison 3, il y a eu un véritable déblocage où je me suis dit mais attends, en fait si cette série elle me parle et il y a quelque chose de plus et il faut vraiment que je m'y intéresse et c'est quelque chose de plus fort et avec laquelle je vais avoir un lien beaucoup plus fort. Donc pour moi c'est arrivé véritablement avec l'épisode 6. Alors je ne sais pas si c'est le retour de Tom Merrilin, qui était présent dans la saison 1, que j'avais déjà bien aimé, je trouvais d'ailleurs qu'on ne le voyait pas assez, le fait que là, il revienne tout d'un coup, si c'est ça qui m'a vraiment remise vraiment dedans et envie d'en savoir plus, ou si c'est juste la chanson Hills of Tanchico, qui est vraiment une des meilleures chansons que j'ai entendues dans toutes les séries, dans tous les films qui soient vraiment, c'est une des meilleures chansons composées pour une fiction. Et les scènes dans lesquelles elle est présente, c'est juste incroyable. J'adore ces scènes. Ou si c'est l'ambiance de Tanchico, enfin je veux dire, vous aurez compris que vraiment Tanchico, c'est ce que j'ai le plus aimé de cette saison. Mais en tout cas, voilà, l'épisode 6, il a vraiment été une sorte de déclencheur dans mon envie d'en découvrir plus sur l'univers et dans la passion
qui commence à arriver, qui a émergé, et la fascination pour cet univers. Donc voilà, moi c'est vraiment arrivé avec l'épisode 6, et du coup, après, ça me donnait... j'étais vraiment dans une très forte attente pour les 2 épisodes qui allaient arriver ensuite. Alors oui, hein, c'est sûr, il ne restait plus que 2 épisodes, donc ça faisait pas des masses. Hein, c'est vrai que si j'avais été plus hypée de base, ça aurait été mieux. Mais je veux dire, là, j'ai vraiment eu ce déclic au moment-là. Je veux dire, c'est arrivé comme ça, voilà, c'est tout. Mais au moins, déjà pour les derniers épisodes, j'étais vraiment dans l'attente. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était fait en ligne, tout ce qui était fait par les fans en ligne au moment-là. Donc voilà, il y a vraiment eu une fin de saison qui a été marquée par ça, et j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait découvrir cet univers. On va commencer à me plonger véritablement dedans grâce à ça, et c'est ça qui est merveilleux en fait avec des films ou des séries, c'est de se dire que tout d'un coup on a un peu comme une sorte de révélation, et on constate que oui, c'était fait pour nous, et voilà, c'est La Roue du Temps. C'est une série un peu particulière au sens où il faut vraiment s'accrocher quand on ne connaît pas. C'est pour ça que j'avais eu un peu de mal avec les 2 premières saisons, parce que c'est un univers très riche, très complexe. Et donc nous, quand on débarque comme ça, qu'on est des simples spectateurs qui disent bon tiens, une série fantasy, ça a l'air sympa et tout, qu'on commence et qu'on voit le nombre de personnages qu'il y a, le nombre de lieux, qu'il y a plein de choses différentes qui sont mises en place. C'est très dur à intégrer, à digérer et tout. Donc c'est pour ça que les 2 premières saisons, j'avais quand même eu du mal, mais bon, l'histoire, les différentes intrigues avaient fait que j'avais réussi à rester accrochée. Certains tropes aussi qui m'intéressent tout particulièrement, qui sont très présents, donc voilà, ça me donnait envie de toujours continuer. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même une série qui est conséquente et on peut facilement décrocher. Mais moi, du coup, je regrette pas d'avoir continué. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir trouvé un nouvel univers en fait à explorer. Et c'est ça qui est vraiment passionnant et que j'adore en fait avec ce genre de fiction. Et vraiment, c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler, parce que La Roue du Temps, c'est encore peu connu, on va dire, par rapport à... Bien évidemment, hein, quand on parle de fantasy et tout, on va penser au Seigneur des Anneaux. Mais voilà, ça c'est très connu. La Roue du Temps mérite d'être tout autant connue. Et voilà, et je sais que ça passera très bien avec un format vidéo aussi, plus que parfois avec une critique écrite. Donc voilà les raisons pour lesquelles je souhaite en parler, parce que tout simplement c'est un univers passionnant et qu'il faut absolument découvrir. Alors après, voilà, pour être un peu plus dans le détail, concernant les épisodes, je trouve que cette saison, en fait, elle va être divisée en 2. On a 4 premiers épisodes qui vont être un peu dans la même logique, la même dynamique ou le même rythme que les 2 saisons précédentes. En fait, on a les épisodes, là, notamment les épisodes 1 et 2, on va dire, où on a vraiment des premières séquences qui sont magistrales. C'est vraiment incroyable. Épisode 1, on commence avec une séquence de bataille, enfin de bagarre plutôt, assez impressionnante en termes visuels. Enfin, c'est très bien réalisé, c'est très bien chorégraphié, les effets visuels sont incroyables. Vraiment, sur cette série, c'est aussi un des gros points forts. Au niveau visuel, c'est quasiment parfait. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même dans le dernier épisode 2-3 effets visuels qui font un petit peu mal aux yeux. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche très bien. Donc on a dans ce premier épisode, voilà, cette première bagarre qu'il y a à la Tour Blanche entre les membres de l'Âge Noir menés par Liandrin et les autres Aes Sedai. Donc déjà ça, c'est un début d'épisode assez impressionnant. L'épisode 2, ça va être pareil, on a l'introduction de la reine Morgase Strachan, la mère d'Hélène, reine d'Andorre, et d'Elaida, une Aes Sedai qui fait partie de l'Aja rouge. On a vraiment un personnage qui est très puissant dans le cas de Morgase. On nous la montre comme une reine qui ne recule devant rien pour assurer son trône et assurer à sa descendance le trône, donc avec une scène d'une violence assez remarquable. Là aussi, tout comme dans le premier épisode, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de critiques
notamment pour la violence, un plan en particulier dans le tout dernier épisode. Mais pour moi, en fait, la violence, elle baigne la série. C'est aussi un des aspects les plus présents dans La Route du Temps, c'est qu'on est dans un univers de fantasy, donc oui, il y a de la magie, il y a des créatures, tout ça, mais on est sur un univers quand même très sombre et très sanglant. Enfin là, je veux dire, on a 2 débuts d'épisode pour la saison 3, début d'épisode 1 et début d'épisode 2, ça saigne bien et ça gicle bien. Hein. Donc voilà, niveau violence, on est servi et ça fait rentrer tout de suite dans l'histoire, mais voilà, pour l'épisode 2, on voit que Morghese est prête vraiment à tout pour illustrer son pouvoir et pour témoigner de sa puissance et du fait qu'elle va jusqu'au bout et qu'elle va très loin pour assurer sa position, d'une certaine manière. Mais voilà, on a des débuts d'épisodes qui sont très bien, et après ça redescend. On revient à quelque chose comme les saisons 1 et 2 où on a un peu d'exposition, parce qu'évidemment on a des nouveaux personnages, donc il faut nous les présenter. On a aussi des nouveaux lieux, on a de nouvelles intrigues qui commencent peu à peu à se mettre en place. Donc évidemment tout ça, ça demande du temps. On a aussi beaucoup d'éléments qui sont cités, des lieux qu'on ne verra pas dans cette saison, mais qu'on verra probablement plus tard, s'il y a une 4e saison, et on l'espère. Mais voilà, il y a ça, il y a des noms de personnages, des noms d'artefacts. Enfin voilà, c'est le fait est que dans ces premiers épisodes de la saison, on revient encore à pas mal de personnages qui vont parler et évoquer des éléments du lore qui, pour les spectateurs qui ont seulement vu la série et qui ne s'intéressent pas forcément à l'univers à côté, qui vont pas forcément chercher à lire les livres ou même à s'intéresser plus que ça, bah forcément ça peut à nouveau nous perdre. Et c'est ça le défaut qu'il y avait selon moi dans les 2 autres saisons, c'est que on pouvait facilement être perdu si on n'était pas à chercher un petit peu à côté de la série, à s'intéresser au lore, ou même à regarder comme la série passe sur Prime Video. Il y a des éléments qui sont mis en complément des épisodes qui permettent de savoir un petit peu qui sont les personnages, d'en savoir un petit peu plus sur les lieux et tout. Donc sans ça, on peut facilement être perdu, et là, en fait, on a les 2 premiers épisodes de la saison 3 qui, pour moi, peuvent, après leur séquence d'introduction, peuvent à nouveau perdre un petit peu le spectateur. Et ce sont aussi des épisodes marqués donc, par le rythme assez lent, mais en fait, je me suis rendu compte, là, donc après avoir vu les épisodes une première fois, m'être intéressé un petit peu au lore, en apprendre plus grâce, comme je l'ai dit, à d'autres articles ou à d'autres vidéos, et même en m'intéressant un peu plus à certains aspects très précis, et ben, en revoyant certains passages des épisodes de cette saison 3, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une série qui est, à mon avis, très plaisante et très intéressante à regarder quand on connaît les livres, quand on a lu les livres, tout simplement parce que par exemple, dans l'épisode 1, on voit Perrine et Rand qui jouent à un jeu, et c'est un jeu, alors j'ai pas tout retenu, j'ai pas bien fait mes devoirs, hein, désolé. Donc les connaisseurs de La Roue du Temps, vous pourrez sans doute dire en commentaire, enfin expliciter un petit peu ce que je vais dire, mais on voit du coup Perrine et Rand jouer à un jeu où on a des petites figurines de serpents et de renards, et c'est un jeu en fait en lien avec les Aelfines et les Ylfines, donc, qui sont des créatures un peu étranges, et du coup, bah, alors, ça peut aussi faire un petit peu office de foreshadowing pour ce qu'on aura dans l'épisode 8, mais voilà, ça c'est, je trouve, un clin d'œil assez amusant. Je veux dire, si on ne le voit pas, c'est pas grave, mais si on le voit, on peut dire, ah bah tiens, ça, et ils l'ont intégré dans la série, on voit vraiment que les personnages jouent à ce jeu, et, voilà, je trouve que c'est des petits clins d'œil qui sont intéressants, et effectivement, potentiellement foreshadowing de cette scène dans l'épisode 8 où Matt rencontre un Ylfin,
Je sais pas si on prononce comme ça en français, j'ai regardé la série en anglais, donc voilà, j'ai tendance à utiliser la prononciation anglaise. Donc une sorte de créature, de ce que j'ai compris, un petit peu qui est censée être comme un renard, mais qui en est pas vraiment un, c'est un peu une créature alien, hybride, on sait pas trop. Euh, c'est un peu bizarre, enfin la séquence, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais voilà, ça c'était assez étrange. Mais voilà, c'est en m'intéressant en fait à cette créature, puisque quand j'ai vu l'épisode 8, j'étais un peu qu'est-ce que c'est que ce machin, que j'ai découvert l'existence du jeu, et voilà, dans l'épisode 1, le fait qu'on voit le jeu, je trouvais que c'était intéressant, et ce qui fait que du coup, quand on connaît un peu plus, on apprécie d'autant plus les épisodes. Et aussi pour un peu terminer sur cet épisode 1, et après je vais pas vraiment faire chaque épisode par épisode, mais au moins ça pour que vous voyez un petit peu, qu'on compreniez un petit peu ce qui moi peut me déranger aussi en tant que spectatrice simple qui n'a pas une grande connaissance de l'univers, c'est qu'en fait la fin de l'épisode 1, j'ai un peu bugué en fait en la voyant parce que j'avais pas compris que ça se passait vraiment. Bon, c'est peut-être moi, hein, parfois, c'est peut-être juste moi hein, qui ai vu ça, mais en soi, j'étais un peu perdue. Parce qu'en fait, comme on nous montre qu'il y a notamment le personnage de Gwen, qui est un peu dans le monde des rêves, enfin, à qui il y arrive des choses dans le monde des rêves et qui sont potentiellement pas dans la réalité, et qu'il y a aussi des personnages qui ont des visions. En fait, la fin, je me suis dit, bon, non, ça arrive pas en fait. Enfin, si ça se trouve, c'est encore qu'un rêve. Et c'est vrai que j'étais un peu confuse en fait. Et j'ai pas compris tout de suite. Mais bon, ça, comme je le dis, c'est peut-être juste moi. Mais voilà, il y a quand même quelques fois où j'étais un peu. Ça me paraît un petit peu bizarre quand même. Il y avait une sorte de confusion, je trouve, si quand on peut avoir un peu de mal à suivre. Et je trouve qu'en fait, ça se retrouve également dans l'épisode 2. Épisode 2 qui est très centré donc sur Hélène, sa mère Morgase et ses frères. Enfin, voilà, on est un peu sur la famille Trakand dans l'épisode 2. Et il y a notamment deux scènes qui se suivent, si je me trompe pas, où j'avais l'impression qu'il y avait presque une erreur de continuité en fait, parce que je trouvais que c'était pas très cohérent. C'était un peu bizarre. Vous avez cette scène où Hélène retrouve Lord Gabriel et ses frères, et à la fin de la scène, ils disent mais tu sais pas pourquoi on est là, enfin voilà, un peu un échange comme ça. Au début ça commence bien, et puis après ah mais t'es pas au courant de la raison pour laquelle on est là. Et après donc hop, on change de scène. On a Suan qui mène Morgase aux appartements d'Hélène. Et à ce moment-là, Morgase explique à Hélène que en gros elle va rentrer avec eux à Andorre. Mais moi, en fait, je me suis dit, mais ils l'ont pas dit avant. Enfin, ses frères ne l'ont pas dit. C'est sa mère qui lui annonce, puisque bon, elle a l'air quand même surprise au moment-là. Alors, est-ce qu'elle peut jouer la surprise que ses frères lui ont dit avant? Enfin, il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai perçu. Après, encore une fois, hein, c'est peut-être que moi. Mais voilà, ça m'a un petit peu gêné cet enchaînement de scènes. J'ai pas forcément trouvé ça très cohérent et très logique, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que soit il manque quelque chose entre les deux, soit que ça n'a pas été mis dans le bon sens. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu gêné dans l'enchaînement de ces scènes. Donc ça relève plus du détail, mais ça a eu tendance un petit peu à me sortir de l'histoire. Et puis encore la même chose que les autres épisodes. Hein. On est sur quelque chose qui est sur un épisode qui est encore une fois très explicatif. Donc bon, ça peut avoir tendance à lasser quand on ne connaît pas forcément l'univers, mais comme il y a quand même des éléments voilà, qui permettent de toujours s'intéresser quand même à ce qui se passe. Et donc ça m'a amené, regardez, l'épisode 3, j'ai pas grand chose à en dire. En fait, à part le combat entre Matt et les frères d'Elaine, qui est très bien fait, j'adore ce moment. Déjà, c'est très stylé au niveau de la mise en scène, et on a juste quelques notes du thème musical du corps de Valère. Ça, j'ai vraiment bien aimé cette scène. Mais à part ça, voilà, l'épisode 3, c'était assez tranquille. Enfin, je veux dire, j'en ai pas vraiment de très très gros souvenirs. Je veux dire, je l'ai regardé, mais voilà, quoi, ça m'a pas marqué plus que ça.
Donc vous voyez, hein, ça rejoint ce que je disais, que bon, au début de saison, un peu comme les 2 autres saisons, hein, en fait, assez tranquille, assez calme finalement. Alors ensuite on en arrive donc à l'épisode 4. Épisode 4 qui est l'un des épisodes les mieux notés, que les spectateurs ont beaucoup apprécié. Alors moi je vais peut-être paraître un petit peu étrange, mais c'est un épisode que j'ai pas particulièrement aimé en fait. Alors attention, hein, je l'ai pas détesté, je trouve qu'il est magnifique, enfin il y a niveau photographie, c'est sans doute l'un des épisodes les plus réussis de cette saison. Les effets sont dingues, c'est un très bel épisode, hein, l'acting est très bien, les décors sont très réussis une nouvelle fois, tout comme les effets pratiques, enfin ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas reprocher à la série. Mais moi, en fait, la réflexion que j'ai eue, c'est ah, c'est beau, mais c'est ennuyeux. Donc voilà, désolée, mais en fait, c'était vraiment c'est un épisode essentiel, hein, on est d'accord là-dessus. C'est très important pour comprendre un peu l'histoire de Rand, en fait, et c'est vraiment un peu son voyage initiatique, son parcours, qui lui permet de remonter toute son histoire à lui, et d'affirmer son identité, enfin de découvrir son identité et de pouvoir vraiment confirmer, on va dire, si on n'en est toujours pas sûr, le fait qu'il soit le Caracarne, qu'il soit vraiment le dragon réincarné. Donc je veux dire, ouais, c'était essentiel, mais en fait, je pense que je m'attendais pas à un épisode comme ça, et du coup, bah, j'étais un peu, bon, c'est bien, mais c'est un peu lent, enfin, je veux dire, j'ai rien contre la lenteur. Je veux dire, la lenteur n'est pas un synonyme de mauvais. Enfin, il y a des films ou des séries qui sont très lents et qui sont très bien, qui ont un rythme lent et qui sont bien. Mais en fait, il faut être dans l'état et dans l'idée qu'on va voir ce genre de fiction. Et là, pour moi, bah, en fait, j'étais. Surtout comparé aux autres épisodes où ça bougeait un petit peu. Waouh, voilà, moi je m'attendais pas à ça, à ce que ce soit aussi réflexif, aussi profond. Et surtout, bah, là je le dis encore, mais en étant en fait non connaisseuse de l'univers, je pense que ça nous laisse un peu de côté et que c'est beaucoup moins intéressant que bah, lorsqu'on a lu les romans par exemple. Mais voilà, je veux dire, certes c'est un très bel épisode, mais j'ai trouvé ça un peu long, malgré voilà, les très belles images. C'était très stylé aussi, Moiraine qui voit les différents futurs, les différentes possibilités. Ça c'était très 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 classe, que ce soit vraiment avec les mouvements de caméra, ou même en termes de costumes. Je veux dire, quand on a ce plan avec tout ce groupe de jeunes qui est aux côtés de l'Ampire, qui sont tous leurs tenues sombres et tout, ça c'est trop classe, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est vraiment très bien fait, mais pour moi, bah voilà, ça manquait peut-être un peu de dynamisme, il y avait quelque chose voilà, qui moi ne m'a pas forcément parlé, même si c'est un épisode qui a de très grandes qualités, mais aussi je suis sûre que maintenant, bah, le fait de m'intéresser un peu plus au lore, et même en sachant un petit peu plus, en ayant vu l'ensemble de la saison, je pense que je vais l'apprécier un peu plus en le revoyant. Ça, de toute façon, c'est une évidence. Et je pense que oui, une fois aussi que j'aurai lu les romans, je pourrais vraiment me dire, ah oui, non, en fait, c'était vraiment un épisode qui se place là, qui se place très très haut dans l'histoire des séries télé, à mon avis. En tout cas, pour ce qui est de La Roue du Temps, c'est sans doute l'un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur. Mais voilà, moi il m'a pas forcément parlé. Alors, au niveau de l'épisode 5, là on voit que les choses commencent à changer. On sent en fait qu'il y a ce passage qui s'est fait avec l'épisode 4, parce que l'épisode 4, en fait, il y a vraiment cet aspect, bah, déjà avec Rand, là ça y est, c'est bon, c'est le dragon réincarné, on le sait maintenant, bon il a ses petites marques sur le bras, là voilà, maintenant on va enfin pouvoir avancer. Et je trouve que ça se fait vraiment avec l'épisode 5, où donc on a Rand qui va pouvoir vraiment aller à la rencontre des Aiels, enfin de tous les Aiels pour essayer de les réunir, en montrant bah, qu'il est le dragon réincarné. On a Egwene qui va apprendre à appréhender le Tel'aran Riyadh, ce monde des rêves, donc et à vraiment être
pouvoir se défendre dans ce monde un peu étrange, en fait, qui est pas la réalité, mais où il peut quand même nous arriver des choses et qui sont bien présentes après. Enfin, je veux dire, elle a quand même des marques de ses affrontements avec Lanfear dans le Tel'aran'rhiod, donc voilà, il y a quand même ce côté aussi où on a ce personnage de Gwen qui va pouvoir grandir et devenir aussi plus puissante dans cet univers un peu alternatif, si je puis dire. Et aussi notre groupe avec Matt, Hélène, Nynaeve et Min qui eux vont partir vers Tanchico. Donc là on a vraiment des personnages qui bougent, on a une intrigue qui avance dans tous les sens du terme, enfin les personnages avancent et l'intrigue va pouvoir elle aussi véritablement avancer. Donc ça c'est une très bonne chose et en fait épisode 5, ça y est, on a un nouveau rythme qui se met en place, on a les différentes intrigues qui s'enchaînent toutes très bien, enfin il y a une très grande fluidité et c'est ça qui est assez impressionnant en fait, c'est qu'on voit que ça va d'une intrigue à l'autre et ça marche plutôt bien. Alors c'est sûr on peut regretter à plusieurs moments que certaines intrigues soient peut-être un petit peu rushées, qu'on aimerait forcément passer beaucoup plus de temps sur chaque arc narratif, mais en soi c'est quand même plutôt bien géré quand on sait les contraintes qu'il y a derrière. Faire une série, 8 épisodes, le temps, allez, 70 minutes max. Donc bon, voilà, les showrunners, enfin Rev Judkins, le showrunner et son équipe, ils font ce qu'ils peuvent aussi, donc je veux dire, c'est plutôt bien géré par rapport à ça. Et l'épisode 5, donc voilà, on a cette nouvelle dynamique qui se met en place. Il y a les scènes sur le bateau avec le peuple de la mer, je sais pas comment c'est mis en français, ça j'avoue que j'ai pas vérifié, je sais que c'est Sea Folk en anglais, donc c'est pour ça que je dis le peuple de la mer. Là ça donne des plans une nouvelle fois qui sont magnifiques. Vraiment la qualité visuelle de cette série, je crois qu'on ne dira jamais assez que c'est une série qui est visuellement magnifique. Donc on a voilà les scènes sur le bateau qui sont très très belles. Et aussi c'est un épisode où on va avoir une bascule aussi en termes d'intensité émotionnelle. Alors ça pouvait déjà se faire un petit peu avec l'épisode 4, hein, mais je trouve que vraiment en fait à partir de l'épisode 5, à chaque fois ça monte graduellement dans les émotions. En fait, à chaque fois après on aura en fin d'épisode un moment donné où il y aura des émotions fortes. Dans l'épisode 5, c'est ce moment où Egwene est dans le Tel'aran'rhiod et va voir un peu les rêves des autres personnages. Et c'est assez touchant, enfin il y a la musique qui est très belle, qui est très douce à ce moment-là, c'est très onirique justement, et c'est une séquence que je trouve magnifique. Bon après, j'avoue, moi j'ai versé ma petite larme quand il y avait Hopper, enfin, Tyrell en français je crois, le loup là, de Perrine. Je veux dire, c'est le moment-là qui m'a le plus touchée. Bon, voilà, hein, désolée, je suis plus touchée par les animaux que par les êtres humains, que voulez-vous. Mais voilà, j'ai trouvé ce moment très, très beau, très poétique. Et voilà, c'est le moment où tu sentais que tu avais un peu les frissons qui venaient et que c'était très touchant. Et du coup, ça va continuer, hein, donc avec l'épisode 6, qui est mon préféré avec l'épisode 8. Hein, ça, je vais pas le cacher. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cet épisode. Comme je l'ai dit, ça a été l'épisode déclic. En fait, c'est vraiment les scènes à Tanchico, j'ai vraiment adoré. Enfin, je trouve que, comme je l'avais dit, déjà Tanchico, je trouve qu'on a cette ambiance qui rappelle beaucoup celle de Pirates des Caraïbes quand on est à Tortuga et à la baie des Naufragés. Il y a vraiment un mélange de ces deux lieux, je trouve, à Tanchico. T'as une vibe pirate en fait qui en ressort, enfin un peu pirate, brigand et tout, et tout en ayant sa propre patte. Et c'est vraiment ouais, cette ambiance qui moi m'a charmée en fait. Je pense que j'ai beaucoup aimé. Et il y a en fait aussi ce côté, donc on est quand même dans une série sombre, où les personnages ont un destin quand même assez sombre, enfin ils doivent faire face au poids du destin d'une certaine manière, au poids de cette roue, enfin de cette roue du pattern qui tisse en fait leur voie, leur chemin.
Et en fait, c'est un épisode où on va avoir, bon, certes, des moments très sombres. On a quand même la mort d'une jeune fille en fin d'épisode, cette jeune Ayel en fin d'épisode qui est tuée accidentellement par Rand. Mais on a aussi dans cet épisode vraiment des moments de joie et de bonheur en fait. Et vraiment des moments de détente où on a nos personnages qui se lâchent. Et ça arrive surtout à Tanjiko en fait. Avec ces deux scènes magnifiques. Avec la chanson The Hills of Tanjiko. Je ne vais pas la chanter. Hein. Je vous laisse aller écouter. Je vous mets le lien pour la chanson. Parce que si vous ne l'avez pas encore entendue, foncez. Et puis même si vous avez regardé la série et tout, c'est toujours bon de l'écouter au moins une fois par jour, ça fait toujours du bien au moral. Mais voilà, cette chanson parfaitement écrite, vraiment le nom du compositeur de la chanson m'échappe sur le coup. Je sais que le prénom c'est Nikhil, mais je mettrai vraiment le nom au montage. Mais voilà, vraiment ce compositeur pour l'écriture et tout, il a fait un travail fou, la chanson est parfaite, et voilà, ça me met de bonne humeur. On a donc nos personnages aussi qui vont retrouver Tom Merrillin, hein, un peu par hasard, donc ce personnage qu'on avait vu en saison 1, avec Matt donc, qui va tomber un peu sur Tom par hasard. Par hasard, on reviendra là-dessus plus tard, mais le hasard, hein, les coïncidences, ouais, pas trop. Hein. Mais voilà, on a Tom qui revient et qui va former un duo avec Hélène, donc qui est un duo un peu improbable, on a envie de dire, mais qui va très très bien fonctionner. Donc ouais, c'est vraiment la manière dont tout s'enchaîne et tout. Et aussi, nos personnages, il y a vraiment une avancée dans l'intrigue, hein. C'est pas juste avoir une scène comme ça qui soit détente. C'est vraiment non, des scènes qui marchent bien, qui sont très sympas. Et ouais, non, moi ça a été vraiment le déclic. Enfin, je sais pas, je pense que c'est toute cette ambiance qui est. Je me suis dit, oh, mais en fait, je sais pas, moi aussi j'ai envie de partir là-dedans et de me laisser porter par le flux. Enfin, comme j'ai dit, il y a une sorte de déblocage en fait. Et ouais, non, j'ai bien aimé. Et puis il y a surtout, voilà, déjà dans le 5e épisode, on avait ce rythme qui était un petit peu plus dynamique. Dans le 6, ça s'accélère encore plus, hein. C'est mené tambour battant, il n'y a pas de temps mort et tout, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à ça aussi. On arrive au bout, on arrive presque à la fin là, pour le débrief un peu global de chaque épisode. Donc, épisode 7. Alors, épisode 7, j'étais pas emballée. Déjà, un épisode centré que sur un arc narratif, donc celui de Perrin, et ce serait un épisode centré sur une bataille où moi ça m'emballait pas trop parce que je suis pas fan des scènes de bataille en général. Je veux dire, il y en a qui sont très bien faites, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça a tendance en fait à traîner en longueur et qu'au bout d'un moment, on se dit ouais bon allez, faudrait peut-être accélérer un peu la cadence, hein, on en finit et puis voilà, on passe à la suite. Donc j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et finalement, ça a été. Cet épisode est vraiment bien fait. C'est un épisode qui est assez clair. On pourrait reprocher à la série, c'est que parfois les scènes qui sont dans des lieux sombres et tout, on voit pas grand chose, hein, quand même. Faudrait augmenter un petit peu la luminosité. Hein. Mais là, bon, bataille en extérieur et tout, c'est plutôt bien géré en termes de lumière et même en termes de mouvement, en fait, que ce soit les chorégraphies ou les mouvements de caméra, c'est très fluide, on arrive à suivre l'action correctement. L'épisode, là aussi, qui est assez riche en émotions. Donc, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus, un des moments qui m'a le plus touché, c'est quand commence à chanter. Enfin, moi, de toute façon, les scènes de chant dans la fiction, je trouve qu'il y a toujours une certaine puissance, surtout là, en fait, on sent que c'est comme un cri de ralliement, et vraiment l'union qui en ressort, et le fait que ce peuple, il restera soudé quoi qu'il arrive, même face à une menace monstrueuse, ils restent ensemble et soudés. Enfin, je trouve que c'est très fort. Et donc on a ce moment assez touchant, on a découvert dans les épisodes d'avant qu'elle pouvait canaliser. Et là, en fait, qu'elle défonce et qu'elle brûle littéralement Valda, ça c'était jouissif. Vraiment, là, lui qui méritait de mourir, tu les vois juste le défoncer, t'es là. En fait, on est comme Alana qui était là
Bon, elle avec sa lance, voilà, qui aurait dû mourir 10 fois à Lana, mais bon, tranquille, mais t'es juste à rire et à prendre du plaisir à voir Valda se faire défoncer par les sœurs de Matt. Enfin, voilà, je veux dire, ça c'était un des meilleurs moments de l'épisode. Et aussi parce que j'ai bien aimé, c'est un petit peu les points d'humour qu'on avait, soit avec certains personnages des habitants de Deux-Rivières, ou même juste, en fait, le dialogue entre Fail et Perrine, euh, quand Perrine s'apprête à aller tuer certains ennemis, et puis il dit à Fail reste derrière moi, et Fail qui est là, mais arrête de vouloir me protéger, quoi. Et puis que lui il répond juste tue tous ceux que je raterai. Mais ça, moi je trouve qu'en termes d'écriture, c'est génial. Enfin, c'est vraiment un échange qui fonctionne très bien. Et ça montre, ça en dit beaucoup sur les personnages en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire, ouais, bon, il va vouloir la protéger ou quoi, puisqu'en plus on sait que Perrine, la violence, c'est pas vraiment son truc, quoi. Donc, et que là, il est un peu en mode, allez, non mais t'inquiète, je vais pas t'empêcher de te battre, juste tu t'occupes de ceux que je rate. Et c'est vrai qu'effectivement, comme des gens l'ont souligné, Perrine, en fait, il regarde jamais derrière. Il va laisser Fail et il lui fait une totale confiance. Et ça, je trouve que c'est beau et c'est très bien fait. Et donc, ouais, finalement, ça a été une très bonne surprise cet épisode 7. J'ai vraiment bien aimé. Évidemment, la fin voilà, qui était aussi très forte en émotion, avec Loyal qui se sacrifie pour le groupe. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une tendance à faire partie des spectateurs, spectatrices qui, lorsqu'ils n'ont pas vu un corps, lorsqu'ils n'ont pas vu le corps à l'écran, on peut considérer que le personnage n'est pas véritablement mort. Bon, après, là, ça semble quand même être le cas, et le faire revenir, ça ôterait tout intérêt aux scènes, et ça enlèverait toute la tension dramatique qu'il y a eu. Donc voilà, je pense vraiment que ce personnage, c'était ses derniers instants, mais voilà, on avait encore une fin d'épisode très très forte, et limite, bon ouais, il y a le moment de la mort qui est très fort, mais c'est aussi après ce plan que vous avez quand il y a Perrine avec Ben et Chad, et je sais plus s'il y a Fail aussi avec, mais où on les voit dans la pièce, et qu'il y a le livre de Loyal qui est posé, et qu'on a cette lumière qui vient de la fenêtre. Enfin, je veux dire, la composition des plans est magnifique. Enfin, très souvent, il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont très bien faits tout au fil de la saison, mais voilà, c'est aussi ces plans qui marquent, par exemple, celui-là qui témoigne de l'absence d'un géant, au sens propre, enfin, cet ogier, je ne sais pas comment on prononce en français, euh, qui était là, qui était très imposant, et puis là qui laisse un vide important en fait, qui laisse un vide immense au sens propre comme au sens figuré d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé cette fin très, très touchante. Et on arrive sur la fin, donc avec l'épisode 8 que j'attendais énormément, surtout là j'avais commencé à regarder aussi les trailers de promo, de regarder un petit peu ce qui sortait justement pour cet épisode 8, donc j'avais de très très grosses attentes. Mais en même temps, j'avais encore une nouvelle fois un petit peu peur, tout simplement parce que si Perrine et l'arc qu'il y avait à Deux-Rivières avec droit à un seul épisode, là on se dit il reste un épisode pour 3 arcs narratifs, donc Tanchico, Rand qui est dans le désert des Aïels, et ce qui se passe à la Tour Blanche. J'avais un petit peu des doutes quand même, mais finalement ça s'est plutôt bien goupillé. On a vraiment les différentes intrigues qui sont plus ou moins finies. Enfin voilà, en tout cas, ça a été assez bien géré dans l'ensemble, même si je reste persuadée qu'il lui aurait fallu un épisode pour clore l'arc Tanchico, avoir un épisode complet, et un autre épisode qui se concentrait sur Rand dans le désert avec les Aïels et la Tour Blanche, puisqu'on voit très bien que ce qui se passe dans le désert et à la Tour Blanche, c'est extrêmement lié, notamment grâce à la relation entre Moiraine et Siuan. Donc voilà, on a ces éléments qui permettaient de lier, et je pense que ça aurait effectivement gagné à être divisé en deux, mais évidemment ça ne pouvait pas être fait. Il restait qu'un seul épisode, fallait bien faire des choix, et donc réussir à tout caser en un seul épisode. Alors évidemment c'est un peu expéditif et rushé par moments, on va pas se mentir,
surtout sur Tanchiko, mais ça je vais y revenir un peu après. Mais voilà, on a un épisode qui est quand même assez bien construit, assez bien fait, donc on a principalement on va dire dans les 20-30 premières minutes, on essaye surtout de clore l'arc Tanchiko. Là encore, c'est moi les passages qui m'ont le plus plu, hein, notamment avec les scènes avec Hélène et Tom. Enfin, je trouve que c'est un duo qui marche très très bien, donc j'espère qu'on les reverra tous les deux par la suite. Des scènes qui m'ont vraiment que je trouvais très intéressantes aussi parce que ça permet d'en savoir plus un petit peu sur le passé d'Hélène mais aussi sur le passé de Tom et qu'on voit que les deux sont quand même finalement plus proches que ce qu'on peut penser parce que justement dans l'épisode 6 on apprenait que Tom avait été à la cour de Morgase pendant un certain temps et il était barde à la cour si je me souviens bien mais je veux dire, là, on a dans les scènes de l'épisode 8, notamment après qu'il y a eu le premier face-à-face avec Jane, quand Hélène et Tom se cachent, que là, Tom lui révèle qu'en fait, il a fait une promesse à sa mère et qu'il a juré qu'il protégerait Hélène. On se dit, ouais, bon, il y a eu plus que... C'est plus qu'un simple barde, quoi. C'est plus qu'un membre de la cour. On devine, en fait, on se dit bien qu'il y a eu quelque chose d'un peu plus sérieux avec Morgase. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et aussi, enfin, cette scène, ce dialogue, justement, quand ils sont cachés, en fait, j'étais un peu émue, en fait, devant cette scène, parce que moi, j'étais persuadée que Tom n'allait pas s'en sortir. Vraiment, en fait, je commençais à faire mon deuil, quoi, du personnage. Je me suis dit, mais en fait, je m'y attache, mais je sais très bien qu'il va pas survivre. Parce que, enfin, il y a tout qui est fait, tu vois, il y a la scène qui est faite d'une telle manière que ça a l'air d'être des adieux, quoi. Et on a vraiment, en fait, ce moment de silence et la musique qui arrive, mais ce thème musical qui est dans cette scène et qu'on réentend quelques minutes plus tard lorsque Nynaeve slash Moïse sort de l'eau et a enfin réussi à surpasser son blocage, en fait, et ben on a un thème musical qui est magnifique. Et vraiment, alors si vous l'avez déjà entendu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que j'ai pas l'impression que ça a été repris. Enfin, des autres saisons, j'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau thème et j'aimerais beaucoup que ce thème sorte en fait, qui est vraiment, qu'on ait vraiment les soundtracks qu'il y a dans tout l'épisode, enfin dans tous les épisodes, parce que là on n'en a qu'une partie qui est sortie et vraiment ce thème musical, là j'aimerais beaucoup l'avoir parce qu'il est magnifique et il renforce en fait l'intensité dramatique de la scène, quoi. C'est vraiment, enfin quand t'as ce regard entre Tom et Hélène et qu'après il lui dit va-t'en, enfin, run, je sais plus comment il dit en français, mais comme j'ai regardé en anglais, et voilà, run, go, et qu'on a la musique, ah mais c'est magnifique, mais c'est pour ça que moi aussi à ce moment-là, en fait, j'étais un peu mal parce que je me disais, bon bah allez, il va y aller, tu sais, en plus, qui met son chapeau, là, comme dans un western et tout, on a les petites notes de guitare, là, comme s'il se préparait au duel, en fait. Et c'est un détail, mais je trouve que c'est très bien et que ça fonctionne très bien, en fait. Et qu'après, bon, il y va et il se prépare pour l'affrontement, mais même moi, là, j'étais en mode, ouais, allez qu'on en finisse, là, que je puisse craquer. Et juste, t'as Hélène qui arrive, et ma tête, vraiment, hein, quand j'ai vu qu'Hélène arrivait et qu'elle sauvait littéralement Tom en tuant Jane en utilisant le Terangreal qui fait des balles fire, alors c'est quoi en français? Malfeu, torrent de feu, je ne sais pas, j'évoque des noms que j'ai entendus dans le live de la pierre de tir, mais voilà, les torrents de feu, ou malfeu. Mais quand Hélène sauve Tom, en fait, ma tête, c'était la tête de Nynaeve quand elle sort de l'eau, en fait. Dans la scène d'après, vraiment, ce sourire avec le soulagement et ce visage qui exprime aussi, tu sais, que t'es ému, t'as limite les larmes qui sont là, mais c'est plus des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie, enfin, t'as le soulagement, c'était vraiment ma tête, quoi. Et c'est la tête que j'ai aussi refait quand Nynaeve parvient à surmonter son blocage. En fait, j'étais vraiment émerveillée et émue, mais émue sans être triste. C'était vraiment plus émue, enfin, cette joie que
il y a cette émotion qui ressort et en fait un peu quand t'as été très stressé et que en fait c'est le soulagement quoi. Et vraiment j'ai rarement ressenti ça en fait devant des séries ou des films. C'est très rare. Et c'est en fait c'est là aussi que tu te rends compte qu'il y a un investissement plus fort. Et c'est là où je me rends compte que oui, c'est une série qui a de l'importance pour moi, je m'inquiète pour les personnages et tout. Et quand on arrive à s'investir autant, bah, c'est que c'est pas anodin, quoi. C'est pas une série qui est juste. C'est pas juste une série, c'est plus que ça, c'est une histoire qui nous parle. Et voilà, moi ça m'a vraiment touchée ce moment-là. Enfin, ces deux moments, je les trouvais incroyables et c'est pour ça aussi qu'avec Tanchico, bah, je trouve que c'est sans doute l'arc narratif où pour moi il y a eu certaines des meilleures scènes. Alors ça on peut très bien en débattre, mais moi, voilà, c'est pour moi un arc narratif qui a été l'un des plus agréables à suivre. Enfin, pour moi, le plus agréable à suivre. Peut-être pas forcément le mieux écrit, mais ça a été vraiment un véritable plaisir à suivre et j'espère que ça va se poursuivre. Mais ça, on y reviendra juste un peu après. Alors aussi, dans cet épisode, l'autre élément qui marque, bah, c'est évidemment la rencontre entre Matt et cette Hilfin. Elfine, je ne sais pas comment on prononce en français, toujours, et même la prononciation un peu de cette créature bizarre, ce renard qui... Enfin, moi, ça me fait aussi beaucoup penser au clown de ça, version 2017, là. Mais du coup, ouais, j'étais... Cette séquence-là, alors en même temps, je l'aime bien, hein, mais en même temps, quand je l'ai vue, j'étais... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, il y a vraiment cette chose où, quand tu connais pas l'univers, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Enfin, on est vraiment, en fait, comme Matt. On se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On est paumé. Et alors, à ce qui paraît de ce que j'ai lu et entendu, c'est un petit peu la même chose dans les livres, hein, on est un petit peu perdu aussi. Mais d'un côté, bah, c'est pas plus mal dans la série d'être comme ça aussi, parfois de se retrouver comme les personnages, d'être aussi perdu qu'eux en fait d'une certaine manière, parce que là on est vraiment comme Matt, et on est assez impressionné aussi, et d'ailleurs je tiens à dire que vraiment dans cette scène, alors il faut savoir que donc Elfin, qui est joué par Robert Strange, faut savoir que c'est que du make-up, que du costume et que du make-up. Genre, comme tu sais ça, tu te dis waouh. Et je pense que c'est ça aussi qui joue de l'aspect dérangeant de cette créature, c'est que tu vois que c'est pas de quelqu'un en combi verte, enfin, ou en tenue de mocap et tout, tu vois que c'est vrai en fait. C'est vrai et en même temps c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est ça qui dérange et qui fait que c'est finalement génial parce que ouais c'est un design étonnant qui peut prêter à rire, qui peut paraître ridicule, mais en même temps t'as quelque chose qui fait que t'es pas bien. Tu sais, t'es un peu dans une sorte d'uncanny valley où t'as vraiment quelque chose de très bizarre. Et c'est à la fois très proche de nous et très éloigné, mais de savoir en fait que c'est que, enfin qu'il a passé des heures au make-up et tout, tous les détails que tu as sur le costume, le fait qu'on voit que c'est des bouts de visage et tout, qu'il y a des nez, des oreilles, mais juste quand tu sais ça, c'est dingue, et ça joue du côté dérangeant du personnage, et ça rend la scène encore meilleure, et je veux dire, c'est frappant, quoi, c'est quelque chose qui te marque et qui reste en tête, donc ça c'est aussi une réussite. Et un très gros point fort de cet épisode. Alors pour ce qui est du reste, tout ce qui va être dans le désert et tout, bon, Rand qui essaye d'unir les Aiel en se proclamant comme le Caracal, bon après voilà, c'était très bien fait, mais moi ça m'a moins touché, on va dire, que les autres scènes, parce que c'est pas forcément l'arc narratif qui m'intéresse le plus finalement. Mais voilà, je trouvais que c'était assez bien fait. L'affrontement Moiraine-Lanfear, il est très bien aussi. Ça fait un très bon combat. Alors, après, moi, honnêtement, je m'attendais à ce que Moiraine ne survive pas, hein, qu'elle se fasse tuer à la fin de l'épisode, et que justement, bah, ça amène quelque chose dans le développement de Rand aussi, bah, que lui, il avance et qu'il se retrouve un petit peu... sans doute pas perdu, parce que voilà, les discussions qu'il a eues avec Moiraine, il sait déjà qu'il va potentiellement devoir se débrouiller seul, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, moi, c'est vrai que j'ai été un peu surprise de l'issue de ce combat entre Moiraine et Lanfear, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je m'attendais pas non plus à ce que Lanfear se fasse autant blessé. Enfin, voilà, donc... mais c'est vrai que c'est une issue assez étonnante.
Et d'autant plus, bah voilà, que en fait c'est pas Moiraine qui meurt à la fin de cet épisode, mais ça va être Siuan. Donc on va avoir alors pour moi un personnage qui est plutôt secondaire, hein, pas forcément dans les personnages principaux, mais qui se fait tuer. Et alors c'est une mort qui a suscité beaucoup de réactions et des controverses, mais bah, en fait pour moi en termes d'écriture, vraiment de dramaturgie, je trouve que la mort de Siuan fait sens en fait. Et ça va permettre d'amener des développements intéressants pour la suite, dans la mesure où bah, c'était donc la Myrline, elle était à la tête de la Tour Blanche. Et maintenant, bah, elle a été déchue et tuée par ses consoeurs, d'une certaine manière, euh, sans véritable jugement, enfin vraiment de manière épouvantable. Mais ça va être très intéressant parce que maintenant, bah, en fait, la situation à la Tour Blanche est complètement changée. On va avoir vraiment une tour divisée, euh, avec bah, du coup à la tête maintenant de la Tour Blanche, on a Elaida qui peut compter bah, sur l'appui des autres sœurs qui sont présentes. On rappelle qu'il y a encore, qu'il y a très probablement encore la Jeanne Noire qui est présente dans la tour, hein. Mais on a aussi en fait le fait qu'Elaida est très proche de Morghese. Donc quand on y réfléchit, on se dit qu'en fait là la tour, elle a à la fois dans ses rangs donc des Aes Sedai qui sont très puissantes, qui peuvent canaliser, mais on a aussi une tour qui peut compter sur une puissance armée très forte avec l'armée de Morghese. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que c'est vraiment un endroit qui devient un véritable lieu de pouvoir, de jeu de pouvoir en fait, mais au sens très large. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, sa mort fait sens par rapport à ça, la mort de Siuan. Et aussi, en fait, moi je m'interrogeais par rapport à sa mort et au lien qu'elle entretient avec Moiraine, en fait, puisqu'on voit donc dans cet épisode que lorsque Moiraine ressent la mort de Siuan, alors que Moiraine est mortellement blessée, à mon avis, hein, quand même, vu le coup d'épée que lui file Lanfear, euh, on a Moiraine qui trouve la force de se relever et de prendre le dessus sur Lanfear et de blesser très gravement Lanfear, hein. Et, euh, et en fait, bah, je m'interroge un peu, parce que c'est cette mort qui va lui donner cette force, mais en fait, ce lien, bah, en tout cas en tant que simple spectatrice, hein, je sais pas si dans les romans il y a une explication par rapport à ça, mais pour moi, en fait, je m'interroge si, en fait, bah aussi, Siuan, elle le savait pas, et que, en fait, je dis pas que c'était volontaire, qu'elle voulait forcément se sacrifier, mais qu'elle savait que ça pourrait potentiellement aider Moiraine. Alors là, je sais que je vais partir très loin, hein, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que elle pouvait se dire que, bon, puisque si Moiraine ressent ça, en fait, on peut se dire, mais les deux, est-ce qu'elles n'ont pas un lien et qui fait qu'elles sentent aussi si l'une va très mal? Et de ce fait, en fait, est-ce que Siuan n'a pas senti que Moiraine était blessée très gravement et qu'en fait, bah, à ce moment-là, quand elle dit son discours, qui est magnifique, à la fin, avant d'être tuée, qu'elle ressent ça et qu'elle se dit, bah, dans tous les cas, de toute façon, là, j'ai plus rien à perdre. Parce qu'en fait, la femme de ma vie est en train de mourir. Donc, ce qui va se passer, c'est soit on meurt ensemble, soit elle meurt, mais même moi, si je reste, en fait, j'ai plus rien. J'ai plus rien qui peut m'aider à me raccrocher à la vie. J'aurais perdu l'amour de ma vie, donc autant que je reste là, la tête haute, et à adhérer à mes principes jusqu'au bout et à faire face à celles qui m'ont trahi. Et même, ou alors qu'elle ait pu se dire, bah, même si moi, Moiraine va très mal, mais je peux peut-être l'aider, en fait, en, en me sacrifiant, ou même en mourant. Peut-être que potentiellement ça va l'aider, ça va aider l'amour de ma vie à s'en sortir, ça va lui donner la force de s'en sortir, et qu'après elle pourra revenir et bah, me venger. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui me viennent en tête par rapport à ça, et qui font que je me dis en fait cette mort elle a du sens, et elle n'est pas anodine, hein, par rapport à l'intrigue, mais voilà, je la trouve très intéressante et très puissante en fait, émotionnellement aussi.
Donc voilà, je veux dire, c'est sûr c'est une mort choquante, mais en soi je trouve qu'elle va permettre vraiment de développer beaucoup de choses par la suite dans la saison 4. Donc vraiment oui, c'est sûr qu'elle peut être problématique, mais en soi elle est essentielle. Et je veux dire, en fait on se rend compte quand on y réfléchit que bah, si ça se trouve en fait c'était aussi un acte un peu réfléchi. Enfin, Suan, je pense qu'elle savait très bien qu'elle s'en sortirait pas, mais que voilà, je veux dire, l'intensité émotionnelle n'en est que plus forte si jamais elle se disait aussi, bah voilà, limite, bah, ce que je peux faire, c'est rester digne jusqu'au bout, tenir, et peut-être que justement, tenir, bah, ça aidera aussi Moiraine, et au pire des cas, bah, si on meurt toutes les deux, et ben on se retrouvera par la suite, et aucune de nous ne souffrira en fait. Donc voilà, c'est pas très joyeux, hein, mais c'est vraiment toute la réflexion que j'ai eue sur cette fin d'épisode. Mais en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a du monde du coup qui a râlé un petit peu sur cette mort. Mais moi, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a agacé dans la fin de cet épisode, c'est vraiment cette suite de plans alternés en fait. Quand on a dans la dernière séquence, avec la voix de Moiraine en voix off et tout, et notamment un plan en particulier, c'est celui sur le bateau où on voit Matt, Nynaeve, Hélène et Mine. Ce plan-là, il m'énerve, tout simplement. Parce que c'est un plan qui est tout droit tiré de l'épisode 5. Alors, il n'est pas présent dans l'épisode et il a été coupé au montage, mais en soi, c'est un plan que vous pouvez retrouver, enfin, qui pourrait se retrouver entre un plan où on a la discussion du groupe dans la cale, enfin, dans les cabines du bateau, et ce plan d'ensemble sur Tanchico. Et ben non, ce plan, il a été mis à la fin de l'épisode 8, un peu comme ça. Donc dans cette fin, en fait, dans cette suite, cette succession de plans qui semble avoir été mise là un petit peu pour teaser la suite, mais sans se préoccuper des erreurs de continuité. Et en prenant un petit peu les spectateurs pour des andouilles, en se disant non mais c'est bon, vous inquiétez pas, ils vont rien voir, on peut y aller tranquille. Bah ouais, mais non, en fait, ça se remarque. Hein. Ça, c'est le genre de détail où, bon, ok, si tu regardes juste une série comme ça pour passer le temps, juste tu veux te divertir ou quoi, bon, c'est sûr que tu ne le remarques pas, mais je pense que je suis pas la seule à l'avoir remarqué, ça c'est sûr, et sans doute que la plupart des spectateurs et spectatrices auront remarqué que bah, ces quelques plans utilisés, là, à la fin, ils font pas trop sens en fait. Alors, autant le plan de Ben, Chiad et Fail qui regardent le camp des Capes Blanches, il y a les nuages au fond, bon, ça soit un peu lié avec ce qui se passe dans le désert. Bon, je veux dire, même si on voit que le plan sur Ben, Chiad et Fail, c'est tiré de l'épisode 7, voilà, là encore, celui-là, j'avais pas trop de critiques, je veux dire, bon, tu te dis, ok, ça passe. Mais le plan sur le bateau, je suis désolée, il marche pas. Il marche pas aussi pour plusieurs raisons. La première, il n'y a pas Tom. Alors oui, j'insiste avec ce personnage, mais en fait, après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vécu à Tanchico, Tom, il va pas juste laisser les gamins repartir et puis leur dire bon bah, allez hop, je vous laisse, hein, je vous laisse repartir tout seul. Non, non, en soi, non, ça fait pas sens. Puisque bah, comme on sait, comme il a révélé à Hélène que Lord Gabriel n'existe pas, je veux dire, ça ferait sens en fait qu'il accompagne Hélène voir sa mère à Andorre et pour expliquer la situation. Parce que bon, Hélène, je sais pas si sa mère la croirait trop, mais si c'est Tom qui vient et qui l'argumente un peu, bon, je pense que Morgès pourrait lui faire confiance et que ce serait un argument de poids. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles bah, ce serait logique d'avoir Tom déjà avec eux, et puis tout simplement, enfin il peut pas les avoir laissés, je veux dire, il veut pas les laisser aller tout seuls au palais, il va pas les abandonner après, donc le fait qu'ils soient pas là sur le bateau, ça pose problème. Et l'autre chose qui fait que c'est un plan qui est pas cohérent, Tanchico, ok, on a résolu les grandes lignes de l'arc narratif, mais en soi, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut résoudre d'une certaine manière, parce que entre la fin enfin, entre le moment où la dernière scène qu'on voit à Tanchico
donc qui est ce moment où Nynaeve en fait parvient à passer outre son blocage et qu'elle ressort de l'eau. En fait, on a plusieurs heures qui se seraient écoulées et on a ce plan sur le bateau, donc comme s'il revenait et qu'il rentrait à Tarvalon ou ailleurs. Bah non, c'est pas logique en fait, puisqu'on se dit il y a quand même un gap énorme, enfin il y a un laps de temps qui est assez important entre ces deux moments. Donc je veux dire, faut quand même qu'on en sache un petit peu plus, quoi. Comment le groupe s'est retrouvé, comment Matt peut expliquer sa perte de mémoire, en fait, le fait qu'il se souvient plus d'où il est. Est-ce que Nynaeve parle du fait qu'elle peut à nouveau canaliser, qu'elle a perdu le collier, enfin que Liandrine a pris le collier, qu'ils avaient trouvé, enfin il y a encore beaucoup de choses, enfin c'est comme Hélène et Tom, enfin vu le regard qu'ils échangent après qu'Hélène ait utilisé le Malfeu, ils vont, enfin le Terangréal qui fait des Malfeux, ils sont pas juste dit bon, allez, tant pis, allez, hop, on rejoint les autres, maintenant on fait comme si de rien n'était. Non, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Donc on peut pas juste se dire, voilà, ils ont repris le bateau et tout. Non, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et ce que j'espère, c'est que donc si saison 4 il y a, et on l'espère, on croise fort les doigts, vraiment, normalement ça devrait se faire, mais on sait jamais, on croise les doigts. Donc moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait à minima dans le premier épisode la fin véritable de cet arc à Tanchico, où on aurait potentiellement un affrontement entre Nynaeve et Liandrine, ou même Nynaeve et Moghedien, puisque Moghedien a l'air d'être toujours présente à Tanchico, hein. Et on a aussi Liandrine, elle doit y être aussi, elle a dû retrouver Chesmal, puisqu'on l'oublie pas quand même, hein, Chesmal, elle est toujours là, hein, elle est toujours vivante, et on n'oublie pas les chats non plus. Faut avoir une réponse. Est-ce que les chats ont survécu? Normalement, ils ont survécu, mais ça, voilà. Voilà, il y a quand même besoin de clore cet arc de manière un peu plus propre. Donc voilà, j'espère beaucoup que Rafe Judkins et son équipe vont vraiment en fait se dire bon allez, ce plan on l'oublie, là, ce plan sur le bateau qu'il y avait à la fin de l'épisode, on l'oublie, et on fait comme s'il n'existait pas. Ou même, ce qui serait mieux, ce serait même de le supprimer de la fin de l'épisode. On supprime les 2-3 images, là, on s'en débarrasse, et on termine bien cet arc, parce que s'il y a une ellipse, moi je sais que ça va me faire rager, donc voilà. Après, on n'y peut rien, mais c'est surtout cet aspect, moi, qui m'a dérangé dans l'épisode. C'est sûr que c'est pas la grande chose, mais ce serait bien quand même que tout soit bien fait et que cet arc narratif connaisse une fin qui soit un petit peu mieux et voilà, que ce soit un peu plus logique et un peu plus cohérent. Donc voilà, dans l'ensemble, pour moi c'était une bonne saison. Alors, il y a eu de bons personnages. Bon, c'est vrai que je suis pas trop revenue sur les réprouvés ou rejetés, hein, et Forsaken en anglais. Moi j'aimais beaucoup Samael. Bon il a pas duré très longtemps, mais bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est un des rejetés qui avait l'un des meilleurs looks. Bon, même si Lanfear a un look d'enfer dans l'épisode 8. Mais voilà, Samael, je l'aimais bien. Moghedien, elle est creepy, hein. Je veux dire, Laia Costa, elle est géniale dans le rôle. Mais voilà, c'est vrai que c'est des persos que j'aimais bien, mais qui apparaissent pas assez encore pour que ce soit assez. Qu'on s'y attache vraiment beaucoup. Donc j'aimerais vraiment les voir un petit peu plus, quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, eux, mais voilà. Dans l'ensemble, plutôt avis très positif. On voit vraiment qu'on monte de saison en saison, que ça gagne en maturité en fait. Autant les personnages gagnent en maturité que même la série en elle-même, ça gagne en maturité, ça gagne en qualité. Et ça, c'est plutôt rare pour être souligné, hein. Normalement, on a une ou deux premières saisons qui sont bien et après, c'est une tendance à baisser. Là, c'est à l'inverse, ça fait que de monter. C'est pour ça aussi que ce serait très bien d'avoir une suite. Alors maintenant, avant de terminer, puisque bon, là j'ai déjà pris un petit peu de temps, je voudrais vous donner une petite théorie et mes attentes pour la suite. Alors, niveau théorie, moi j'ai envie de parler d'une ou deux théories, hein, mais les deux sont liées, en tout cas des théories liées à un personnage en particulier qui est Tom Merrilin. Oui, si vous n'avez pas compris que j'adorais ce personnage, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Mais bon, voilà. Donc, la première, et là, je parle vraiment en tant que seulement spectatrice de la série, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça,
mais l'une de mes théories, ce serait que Tom soit le père d'Elaine. Alors je vous vois arriver, hein, les lecteurs et les lectrices des romans, vous allez me dire oui mais non dans le livre c'est pas ça, on sait bien que c'est pas son père, etc. etc. Alors effectivement dans les livres ça n'a pas l'air d'être le cas. Je dis bien ça n'a pas l'air parce que, après tout, c'est pas dit clairement je crois. Hein. Donc vous pourrez me le dire en commentaire, mais il y a peut-être un doute qui est permis. Hein. C'est sûr à 99% que c'est pas son père, mais il y a quand même 1% restant. Hein. Donc, mais pour moi, en tout cas dans la série, vu ce qui se passe, c'est très probable, ça pourrait être très probable qu'ils en fassent son père. Je veux dire, on n'est plus sur la figure de mentor qu'il pouvait avoir un peu avant, que ce soit dans la saison 1, ou même un peu là dans l'épisode 6, où il a un peu une attitude, ouais, je dirais plus personnage qui donne des conseils, ou un peu le sage, qui va être là pour aider les personnages. Non, là il adopte vraiment un peu la figure d'un père. Enfin, c'est vraiment une figure paternelle, alors principalement envers Hélène, hein, mais parce qu'avec les autres jeunes, bon voilà, il dit bien que qu'il veut pas laisser des gosses mourir, qu'il veut tout faire pour empêcher ça. Mais je veux dire, il a surtout une fibre paternelle avec Hélène, et on voit ça dans les différentes scènes où ils sont ensemble. Et vraiment dans le palais, là, que ce soit leur discussion, mais aussi, ce que je trouve là où on a vraiment l'impression que ça va être son père, c'est dans cet échange dont je parlais tout à l'heure, quand il se cache de Jane, et que voilà, il dit qu'on comprend très bien qu'il a connu Borghese et qu'il a eu une affaire avec. Enfin, je veux dire, enfin, bon, c'est pas dit comme ça, c'est peut-être moi qui extrapole et tout en ayant lu à côté, mais je veux dire, de là à promettre à quelqu'un de veiller sur sa fille, euh, autant que ça, c'est que ça n'a pas été juste une simple, juste un petit truc comme ça, hein, c'était une relation assez forte. Donc, et là, bon, un peu spoiler par rapport au roman, mais je veux dire, par contre, dans les romans, on sait que Tom et Borghese ont eu une relation. Donc voilà, ça fait quand même sens. C'est juste que là, dans la série, ce serait amené plus loin en révélant qu'en fait, Tom serait le père d'Hélène. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est vraiment quand il y a ce silence entre les deux, ce geste délicat avec la main qui caresse le visage d'Hélène, je trouve qu'en fait c'est un geste très paternel. Enfin, c'est comme si il regardait et qu'il touchait son enfant pour la dernière fois, vu qu'on est dans cette idée qu'il va se sacrifier pour elle, pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Et je veux dire, ce geste, c'est surtout le geste en fait qui moi me fait penser que c'est vraiment un père avec sa fille, quoi. C'est parce que bon, c'est pas un geste que tu ferais avec bon, ça peut être sa fille adoptive, hein, du coup on pourrait voir ça comme ça, mais en tout cas c'est pas un geste que tu ferais juste envers une personne que tu as juré de protéger, t'as juré à un membre de la famille de la protéger, voilà, je veux dire, c'est dans la gestuelle et le regard, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus en fait entre les deux, et c'est ça qui me fait penser que ça pourrait potentiellement être son père et ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'il y a, voilà, en tout cas qu'il y a plus, c'est pas juste ouais, je connaissais ta mère et je lui ai promis de te protéger. Non, non, je pense qu'il y a plus que ça. Après, il y a la théorie numéro 2 concernant Tom. Alors là, je m'inspire plus, c'est pas vraiment moi qui l'ai eu, hein, cette théorie, je le dis d'emblée. Hein. J'ai lu des avis sur internet et, il me semble que justement dans le live de la pierre de tir, ça a été dit justement dans le débrief de l'épisode 8. Mais il y aurait cette théorie comme quoi Tom serait en fait l'un des Forsaken, l'un des réprouvés ou rejetés, hein, choisissez le terme que vous voulez. Et c'est une théorie que j'aime beaucoup. Parce que moi, il faut savoir que j'ai toujours préféré les méchants dans les fictions, parce que je trouve que c'est les personnages qui sont les plus intéressants. Et si Tom venait à être un réprouvé, ça pourrait être vachement intéressant aussi. Hein. Franchement, ça aurait du style. Et de ce qu'il dit, alors là j'ai pas cherché le nom en français, mais c'est que Tom serait Asmodean, donc l'un des rejetés.
qui devient dans les livres, alors attention spoiler pour les livres, qui est le mentor de Rand, en fait. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais, hein, puisque pour moi, on a cette figure que Tom, c'est un peu une figure de mentor, donc ce serait cohérent. Et c'est aussi un rejeté qui est musicien. Donc Tom est musicien. Voilà, c'est quand même des coïncidences un peu troublantes. Et puis bon, bah, on sait quand même que Tom est là un petit peu au bon moment. Enfin, par exemple, en saison 1, lorsque Rand et Matt arrivent dans un village, bah, l'autre personne qui arrive au même moment, c'est Tom. Bon, il est déjà assez mystérieux et tout. Il est là au bon moment pour les aider. Il a quand même survécu à un face-à-face avec un blafard. Alors, évidemment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir quelque chose. En plus, il s'est pas simplement battu avec, réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, parce que quand il retrouve Matt, justement, il lui dit qu'il ne veut plus être impliqué dans quoi que ce soit en lien avec lui ou avec Rand. Voilà, puisqu'il dit très bien, ça m'a déjà trop coûté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là quand il était face au blafard? Comment il a pu s'en sortir? Est-ce qu'il a, en quelque sorte, vendu son âme au diable, ou plutôt vendu son âme au ténébreux au moment-là pour s'en sortir? Enfin, voilà, il y a quand même des choses un peu étranges, et c'est vrai que quand il dit «ça m'a coûté trop cher», bah, qu'est-ce qu'il entend par là? Et qu'est-ce que ça implique? Aussi, il chante une chanson dans la saison 1 qui est sur le premier dragon. Là, dans l'épisode 6, c'est une chanson qui parle du corps de Valère. Et bizarrement, bah, c'est quand Matt est là, enfin, Matt qui a soufflé dans le corps. Je veux dire, je sais pas, il y a une sorte de lien à chaque fois dans les chants et un des personnages qui est là. Et bah là, bizarrement aussi, il se retrouve à Tanjiko en même temps que Matt et que les autres. Bon, il se trouve toujours un petit peu au bon endroit, au bon moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, comme on veut. Mais il y a quand même des coïncidences un peu troublantes. Et puis bon, il y a ce moment où, lorsque Matt évoque Liandrin, Tom lui dit Liandrin Girai, faut l'éviter cette femme. Enfin, et on sait qu'un peu plus tard dans l'épisode, bah, Liandrin, quand elle se retrouve face à Moghedien, qu'elle lui dit si je veux devenir une des élues, il faut que j'apprenne à connaître la concurrence. Je me dis, est-ce que si ça se trouve, enfin, si Tom est effectivement un rejeté, est-ce qu'il s'en est pas rendu compte et est-ce qu'il se dit pas que Liandrine est capable de tout, enfin, pour arriver à cette place? Enfin, bon, j'extrapole un peu, hein, mais tu vois, il y a des choses un petit peu où je me dis, un peu bizarre quand même. Puis il y a aussi ce moment, en fait, où quand bah, Matt présente Tom aux autres, après qu'il y ait eu la chanson, la chanson Hills of Tanchico, le regard de Tom se pose sur Nynaeve. Et vraiment un peu comme s'il pouvait sentir, enfin, je sais pas, ça c'est juste moi qui interprète, hein, mais peut-être comme s'il pouvait sentir qu'elle peut canaliser ou qu'il y a une force en elle. Donc tu vois, il y a des choses où je me dis, Tom il a une attitude un peu bizarre quand même. Hein. Et enfin voilà, et puis il en connaît beaucoup, il sait beaucoup de choses, donc alors c'est un peu, je veux dire, en tant que Gleeman, je sais pas en français, c'est peut-être ménestrel, enfin conteur, barde, voilà, je veux dire, il connaît les légendes, il connaît les histoires, mais je trouve qu'il en connaît quand même beaucoup pour juste le personnage qu'il prétend être, quoi. Donc le fait qu'il soit un rejeté, bah ça se pourrait, hein. Puis qu'il cacherait un peu son identité et tout. Non, c'est se fondre un petit peu dans la masse. Et puis oui, ce qui pourrait être justement un peu amusant par rapport à ça, s'il était un rejeté, ce serait genre quand il y a la scène avec Jane qui lui dit ça permet de faire des torrents de feu. Ouais, je pourrais devenir une élue grâce à une arme comme ça, et qui lui dit pas si je te tue avant. Bon, en fait, si c'est un rejeté, en plus, c'est un peu. Le message, ce serait un peu ouais, bah, ma cocotte, tu veux devenir une rejetée, enfin une élue, tu te rends même pas compte que t'en as un sous les yeux, quoi. Donc voilà, je me dis, ouais, ça pourrait peut-être être sympa. Alors après, la seule réticence que j'ai par rapport à ça, c'est que si c'est effectivement un rejeté,
ça enlève un petit peu les tensions dramatiques et les enjeux qu'il y avait dans la saison 3. Parce que, bon, alors vous allez me dire, de toute façon, tension dramatique, une fois que t'as vu l'épisode, que tu sais qui survit, bon, t'es moins stressé, enfin, t'es moins touché qu'avant. Bon, pas forcément, hein. Mais je trouve qu'en fait, ça rendrait les choses un peu plus fades, au sens où, en fait, Jane, elle avait vraiment zéro chance de s'en sortir, en fait. Donc, voilà, c'est peut-être juste ce qui me retient, mais après, je me dis, pourquoi pas. Et alors, pour cette théorie, j'irai pas vraiment plus loin, mais puisqu'il y a vraiment beaucoup d'autres gens qui en parlent, et il y a aussi justement sur le site winteriscoming.net, il y a eu un très bon article fait justement sur cette théorie-là. Donc je vous mets le lien dans la description, vous pourrez aller voir si vous voulez. Et l'auteur parle justement d'un point très intéressant. Et en fait, c'est qu'il combine ces deux théories. Et donc il dit, et si Tom était à la fois un rejeté et le père d'Elaine. Donc je vous laisse aller voir l'article pour plus de détails, mais franchement, c'est une théorie que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas voilà, s'ils iront aussi loin, mais si c'est le cas, ça peut donner des scènes et vraiment une évolution chez les personnages très intéressante, donc à voir, mais en tout cas, je pense voilà, que Tom, c'est un personnage qui n'est pas forcément celui qu'il prétend être, et ce qui est sûr, c'est qu'on va le revoir, hein. En tout cas je l'espère. Mais voilà, moi je me dis, même si c'est pas une de ces deux théories du moment qu'on voit Tom, moi ça me va très bien. Or concernant les attentes plus générales pour la suite, bon, peut-être qu'il y a des choses qui me viendront plus tard, hein, quand j'aurai lu les romans, mais bon, déjà il y a évidemment ce que je viens de dire, hein, le fait qu'on voit un peu plus Tom. Aussi, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer à la Tour Blanche, hein, ça je l'ai évoqué un peu avant, mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les frères d'Hélène sont à la Tour. Ils sont restés. Et ça, je me demande en fait comment ça va tourner, parce qu'avec les événements qu'il y a eu, la mort de Suan, la prise de pouvoir d'Elaïda, qui est dans la chaise de la Myrline, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et aussi, qu'est-ce qui va se passer dans leur relation avec Hélène, puisque Hélène, je crois qu'elle s'est encore barrée, et puis qu'ils sont pas vraiment au courant. Enfin, bon, voilà, puisque les frangins, on les a vus jusqu'à l'épisode 3, je crois, et puis après, on n'en parle plus. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus là-dessus. Aussi, savoir qui va soigner l'Anfir. Ça, je pense qu'on va avoir une révélation un peu choc en fait en début de saison. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Donc voir aussi un petit peu si on a d'autres rejetés qui arrivent, hein, évidemment. Bon, on voit bien qu'avec Moghedien, c'est pas fini, qu'on va la revoir et tout. Mais très envie de voir ce que ça va donner avec Ravin, qui est donc qui se fait passer pour Lord Gabriel. Mais voilà, savoir un petit peu Ravin, ce qui va se passer, est-ce qu'il va retourner en Andorre ou pas, enfin est-ce qu'il va être démasqué. Donc ça, j'avoue que j'attends d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Aussi, évidemment, est-ce que Moiraine va survivre? Est-ce qu'il la garde juste pour un ou deux épisodes et puis après, bye bye, et on se fait un focus uniquement sur les jeunes, ou est-ce qu'elle va survivre? Honnêtement, je pense que s'ils l'ont pas tuée là à la fin de l'épisode, c'est pour la garder quand même encore un petit moment, encore au moins une saison. Mais bon, après on peut s'attendre à tout, hein, mais je pense quand même que là, ils peuvent pas rester un peu sur une sorte de cliffhanger comme ça, et juste pour qu'après on nous dise finalement non, elle survit pas à sa blessure, quoi. Je pense qu'elle va rester quand même un peu plus longtemps. Et puis après, voilà, savoir un petit peu la Tour Blanche. Là, on va voir un petit peu comment ça va tourner, mais je pense que ça va être très intéressant de voir un petit peu les divisions. Et puis, peut-être qu'au moins cet événement va permettre d'en savoir un petit peu plus sur certains personnages et de voir qui est vraiment qui. Parce que, par exemple, Vérine, honnêtement, je pense qu'elle cache quelque chose. Je sais pas quoi, mais elle est un peu louche quand même. Donc, je pense que là, ce qui s'est passé à la Tour Blanche, ça va permettre d'amener d'autres intrigues et puis de faire avancer encore un petit peu les choses. Et oui, concernant les héros, voilà, hein, pour Rand, on demande bien où il va pouvoir aller, enfin s'il va aller chercher Kalandor, je crois que c'est ça le nom, une épée là, qui lui permettrait de vaincre les rejetés.
Donc voilà, voir un petit peu où il va y aller. Est-ce qu'il va réussir à rallier tous les Aiel à sa cause? Voilà, ça c'est un peu, j'espère. Et, mais je pense aussi que ce qui va se passer là, ce que j'attends de voir, c'est un peu vraiment la, pas la distance, mais voilà un peu la relation que ça va donner avec Egwene, qui est la seule à ne pas s'agenouiller devant Rand, devant le Caracarne, donc qui lui fait face et qu'elle voit très bien qu'il risque de sombrer. Donc ça, je suis assez curieuse de voir comment ça va évoluer et surtout à quelle place il va y avoir pour ces deux personnages dans la suite. Donc voilà, c'était mon avis sur cette saison 3. Alors hein, je le redis, je suis vraiment une néophyte de cet univers, mais j'avais envie d'en parler parce que voilà, je trouve que c'est vraiment une série qui est très intéressante, très bien faite et qui mérite d'être plus connue. Bon, même si je me doute qu'il y en a certains parmi vous qui vont regarder et qui connaissent déjà, qui ont lu les romans ou qui sont déjà fans. Donc, mais voilà, si pour certains ça vous donne aussi envie de découvrir, c'est tant mieux. J'espère que c'était intéressant et que je n'ai pas dit trop de bêtises. Si jamais j'ai dit des choses qui méritent d'avoir des petites modifications, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si j'ai vraiment dit des aberrations par rapport à cet univers. Ou si je me suis trompée, j'ai pu faire des erreurs. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, à dire ce que vous avez pensé de cette saison 3. Et en tout cas, voilà, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.